L'année 1959 s'avéra aussi dure sur le plan des opérations et des accrochages que l'année précédente. En plus de ma participation à une dizaine de combats, 2 épreuves terribles m'attendaient. Au mois de mai, nous effectuons un ratissage dans une région montagneuse, aux pentes si abruptes, que la marche devint rapidement un véritable calvaire. La fatigue physique était telle que le 3e jour, nous n'avions parcouru qu'à peine les 3/4 du trajet imposé. Les tirailleurs, pourtant réputés pour leur endurance, arrivaient aux limites de la résistance physique. Enfin, le 4e jour, le commandant décida de nous accorder une journée de repos en nous confiant la mission de régiment d'intervention, le régiment à qui elle était destinée, nous remplaçant au front. Le transfert, effectué par 12 bananes, dura toute la matinée. Au milieu de la journée, tous les régiments étaient stationnés sur une plaine près d'un village, à côté d'une rivière dont l'eau était si fraîche que nous allions nous y tremper, tout en restant sur le qui-vive, prêt à être héliportés, car un renseignement parvenu au commandant indiquait la présence d'un nombre important de fels. Pendant l'après-midi, nous regardâmes les Pipers survoler la montagne devant la troupe. Parfois, l'artillerie pilonnait des positions considérées comme dangereuses. Les avions bombardiers effectuaient des passages rapides et disparaissaient. Mais toute cette activité ne nous inquiétait guère, nous en avions l'habitude, sans même qu'une présence fêle soit décelée. Cependant, en fin d'après-midi, le tir d'artillerie s'intensifia. Les T6 larguèrent quelques roquettes. Et finalement, ordre nous fut donné de nous préparer avec tout l'équipement. Les avions avaient repéré quelques fels, mais les troupes à pied n'étaient pas encore à leur contact. L'accrochage eut lieu vers 19h, et aussitôt on nous transporta sur une position permettant théoriquement de prendre les fels à revers. Mais à notre débarquement, bien que nous fûmes prêts à partir dans tout azimut, au lieu d'encercler, c'est nous qui fûmes encerclés. Les bananes nous avaient largués sur un terrain plat, dégagé, en plein milieu d'un dispositif FLN. Dès que nous fûmes au sol, une pluie de balles nous accueillit. Les fels semblaient très nombreux. Quant à nous, à plat ventre, ignorant de la position exacte de l'ennemi, incapables de nous déplacer pour nous mettre à couvert, nous passions un sale quart d'heure. Les interventions de l'artillerie et de l'aviation étaient difficiles du fait de la présence de la compagnie à l'intérieur du dispositif ennemi. Après quelques tirs de roquettes largués par les T6, nous avons tout de même pu, par bond, gagner une petite position meilleure. La nuit fut très agitée, trouée par la lumière des obus éclairants. Le reste du régiment parvint avec d'autres troupes à encercler les fels, et nous, par la même occasion. De nombreuses tentatives de briser le bouclage furent autant d'échecs meurtriers. Au matin, un calme relatif régnait sur le champ de bataille. Vers 7h, l'ordre nous fut donné de ratisser la position occupée la veille par l'ennemi. Les tirailleurs en ligne avançaient lentement, lâchant des rafales intermittentes, soit pour achever un fel blessé, soit pour le simple plaisir de mitrailler. Je marchais avec la section de commandement. Soudain, je fus saisi d'horreur. À 3 ou 4 mètres de moi, gisait un corps à demi déchiqueté par les éclats d'obus. Je m'approchai de lui, mais ne voulus pas en croire mes yeux. Je le fouillai et découvris un nom de guerre qui me rappela quelque chose. C'était celui de l'homme que j'avais aimé le plus au monde après mon père. Celui qui me gâtait tant dans mon enfance et qui me prenait dans ses bras pour que je me batte contre lui, mon frère aîné.
Je n'ai jamais fait cet aveu à qui que ce soit et ai toujours gardé cette tragique découverte jalousement au fond de mon cœur. Je ne voulais pas croire une pareille chose. Jamais je n'aurais imaginé me trouver en face d'une telle atrocité. Il était là, tout près de moi. Je touchais son corps et je désirais lui dire un mot d'affection, d'amour, mais je ne tenais que son corps. Son âme était dans le ciel parmi tant d'autres. Et c'est ainsi qu'au mois de mai 1959, quelque part dans les Aurès, un homme est mort, emportant avec lui tout mon amour et mes espoirs. Depuis ce temps, ma vie n'a plus aucune importance. Je me suis laissé vivre sans illusion ni projet. Je fis ensuite une chute vertigineuse. Je maigris, je perdis plusieurs kilos en une semaine. Je ne mangeais plus, je me forçais à sourire et à parler avec tout le monde, mais je n'avais plus de force pour cacher ma douleur. L'adjudant-chef, constatant ce soudain changement, s'inquiétait et me demandait ce qui n'allait pas. Je me bornais à lui dire que les dures opérations m'avaient éprouvé et décida de me laisser au repos. Il me laissa seulement superviser les services aux messes. Je ne participais plus aux sorties et commençais peu à peu à récupérer physiquement et moralement. Vers la fin juin, j'étais presque rétablie. Une opération eut lieu un jour où c'était le tour de l'adjudant en moustache de rester à la caserne. La sanction qui le frappait était levée depuis l'arrivée du nouveau capitaine, et toutes les sections, chacune à leur tour, restaient au repos. Ce jour-là, j'avais le pressentiment que je serais une nouvelle fois la victime de ce salopard. Sa satisfaction éclatait de me voir souffrir. Et lorsque l'adjudant-chef s'absentait, il venait aux messes et me disait « Fini, tu vas crever, chacal ». Il était le seul gradé que je craignais, car il s'enivrait 24 heures sur 24. Jamais il ne buvait un café le matin. Il avalait 2 verres de rhum et du vin. Hypocritement, je me conduisais poliment et lui donnais tout ce qu'il me demandait. Mais au fond de moi, je le détestais. Et cela était réciproque. Malgré la protection de l'adjudant-chef et du capitaine, je savais qu'il n'avait pas oublié la punition et qu'un jour ou l'autre, il se vengerait. Je demandai à l'adjudant-chef à participer à cette opération, mais il refusa, dans mon intérêt, prétextant que je n'étais pas totalement rétabli, que l'affaire serait peut-être chaude et que cela pouvait me faire du mal de marcher. Au moment du départ, vers 3 heures du matin, l'adjudant m'ordonna de ne pas fermer le bar et de rester éveillé pour servir à boire. Je demeurai là jusqu'à 6 heures du matin. Les gradés de la section venant de temps en temps boire un verre. À 6h30, 2 sergents français appelés, l'un originaire de la métropole, l'autre pied noir, respectivement fourrier et comptable, vinrent prendre leur petit déjeuner. Comme ils ne participaient à aucune opération, je les prévins de l'hostilité particulière dont l'adjudant faisait preuve à mon égard. Ils me promirent de me défendre et m'accompagnèrent toute la matinée. Après le repas de midi, le calme régnant, les sergents s'en allèrent dormir. Je débarrassai la table, fis la vaisselle, puis me dirigeai vers la cuisine, troupe, accompagné de l'autre prisonnier qui m'aidait aux messes. Avec 4 autres prisonniers, nous entamâmes une partie de cartes, une sorte de belote, espérant que l'adjudant faisait la sieste. Nous étions à peine installés depuis une dizaine de minutes autour de la table de la cuisine
que l'adjudant fit son entrée. Je lisais dans ses yeux la satisfaction de nous avoir pris en faute. En effet, on interdisait aux tirailleurs de jouer aux cartes, car ils y jouaient de l'argent. Accompagné du caporal déjà présent au cours de mon premier passage à tabac, il s'approcha de nous et distribua quelques coups de poing et de pied à mes 3 camarades à qui il ordonna de disparaître. Je m'apprêtais à sortir, mais il m'en empêcha en me criant « Reste là ». Il était ivre et commença à me faire d'ignobles propositions. Devant mon refus, il commença à me cogner dessus avec le caporal. Au bout de quelque temps, je fus en sang. Il me frappait à terre avec ses rangers. Je crachais des morceaux de dents, et cela les amusait beaucoup. Les 3 camarades étaient partis avertir les 2 sergents, mais dès leur arrivée, il les menaça de les sortir avec sa carabine. Le connaissant bien, il le jugeait capable, sous l'effet de l'alcool, de me tuer et de leur tirer dessus. Aussi n'insistèrent-ils pas. Durant l'après-midi entier, je fus soumis à toutes sortes de misères. Ils me mirent la tête dans une bassine d'eau savonneuse qu'ils me forçaient à boire. Ils m'arrachèrent un ongle après m'avoir écrasé un doigt de pied et me brûlèrent avec une tige de fer chauffée au rouge. Je fus torturé tout l'après-midi. Pour abréger mes souffrances, j'aurais préféré qu'ils me tirent dessus. Je les insultais, je tentais même de les frapper, mais j'étais à la limite de mes forces. Tellement brisé, je ne pouvais rien faire. Ils m'emmenèrent ensuite près des barbelés, me ficelèrent autour d'un poteau et m'assénèrent encore quelques coups de poing, me laissant enfin suffocant, pouvant à peine respirer.